Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité est passionné par l'automobile et le design automobile en particulier, ainsi que par la presse. Lecteur assidu d'Auto Hebdo, il finira par quitter son Morvan natal pour y travailler et se découvrir une spécialité, les scoops automobiles. Projet secret, chasse aux prototypes, jeu du chat et de la souris avec les constructeurs, mon invité a connu une vie trépidante au relent de films d'espionnage. Après avoir travaillé de l'autre côté de la barrière, chez un grand groupe automobile français, il est revenu à ses premières amours et est devenu éditeur d'un magazine dédié au design automobile. Mais il vient également de publier un ouvrage où il se remémore les moments forts de sa carrière de chasseur de scoops. Mon invité, c'est Christophe Bonneau, rédacteur en chef de Ligne Auto. Salut. Bonjour. Hey, salut Christophe, t'as l'air d'avoir la pêche aujourd'hui. Mais oui, mais toujours. toujours, c'est vrai. C'est vrai, toujours. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Et ça fait un petit moment que je voulais t'inviter dans le podcast, mais là, tu m'en as fourni l'excellente excuse avec ce livre que tu as publié, auto-édité, hein, Ligne Auto-édition. C'est Ligne Auto-édition, c'est une petite maison d'édition que je porte à bout de bras, seul, ou presque. Ouais. Et j'ai 3 collections. J'ai donc une collection sur les trimestriels de design automobile, une collection entre guillemets beaux livres, qui va un petit peu au-delà du design automobile, et puis les chroniques automobiles, dont fait partie cet ouvrage. Donc c'est un format roman, texte, uniquement, je tiens à le préciser, il n'y a pas de photo de scoop dedans, par rapport au droit, mais par contre il y a effectivement 200 pages d'anecdotes et de... Donc ça s'intitule voilà. Scoop automobile 1980-2000, l'envers du décor, et évidemment on va en parler dans ce podcast, mais on va toujours dans ce podcast, moi j'aime bien revenir aux sources. Tu as débuté dans les rétroviseurs. Il faut toujours garder un œil dans le rétroviseur. Donc tu débutes dans la presse auto à 21 ans, chez Auto Hebdo. Je l'ai dit en introduction, c'était un magazine que tu dévorais étant jeune. Oui, j'ai une anecdote sur Auto Hebdo. J'étais étudiant, moi, en 1960. Auto Hebdo est sorti en 1976, si je ne m'abuse. Ouais. Et moi, je suis encore étudiant à cette époque-là. Et je n'ai pas le droit de sortir le jeudi, parce que le journal sortait le jeudi à l'époque. Ah oui. J'étais interne à Chalon-sur-Saône, dans une école professionnelle. Et je donnais toujours 5 € à un de mes potes qui pouvait sortir, qui était externe. Ouais. Et le jour de l'augmentation, quand c'est passé à 6 € ou quelque chose comme ça, c'était le jour où il y avait la Renault 5 Turbo en couverture, donc en 78 au Salon de l'Auto. Et il revient les mains vides parce que je lui avais pas donné assez d'argent et les mômes, on n'avait pas trop d'argent dans les poches. Et là, j'ai passé, tu vois, je t'en parle encore plus de 40 ans plus tard. Ça m'a traumatisé. Bon alors, donc comment le rêve de devenir journaliste dans ce magazine que tu dévorais s'est-il réalisé ? Alors en fait, moi, paradoxalement, j'ai jamais eu le rêve de devenir journaliste. Ouais. Moi, je voulais être designer automobile. Mais quand vous êtes dans le Morvan, dans les années 70, il y a 0 école. Il faut aller à Pasadena, en Californie, et c'était tout à fait impossible. Moi, j'avais des parents d'un milieu modeste. Hein. J'avais un père qui était contremaître et une mère à la maison, enfin jusqu'à 40 ans. Et non, impossible d'aller de devenir designer. Donc, je m'intéressais à l'automobile, point à la ligne, donc, et plutôt au sport automobile, bizarrement, avec la Formule 1. Et toutes les semaines, j'envoyais, quand je rentrais soit de mes premiers travaux, soit du lycée professionnel, j'envoyais des dossiers à Étienne Moiti, qui était rédacteur en chef d'Auto Hebdo, mais des dossiers sur le sport automobile. Et dans ces dossiers, il y avait à la fois du texte, très puéril, hein, parce que à l'époque, j'ai même pas 20 ans, et beaucoup de dessins de Formule 1, l'époque de Jabouille, ou même Formule 2, même à l'époque. Et voilà, donc non, au départ, je voulais pas être journaliste. Par contre, j'étais curieux. Et la curiosité fait que vous avez envie de partager parfois votre passion, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, et encore aujourd'hui, je précise, j'ai plus de 60 ans maintenant, encore aujourd'hui, c'est vraiment le partage. Je me considère comme un témoin entre l'univers que j'aime,
À l'époque, c'était le sport automobile et j'étais un témoin non privilégié puisque j'étais chez moi. Mais aujourd'hui, je suis un témoin entre le monde du design, entre la présentation de concept car ou d'autres choses et les lecteurs ou ceux qui regardent, les followers du site internet. Je me considère juste comme un témoin. J'ai le privilège, nous avons, toi et moi, le privilège d'accéder à des endroits un peu magiques, que ce soit à des automobiles ou à des lieux. Et il y a des gens derrière qui ont un autre travail, mais qui ont cette passion, et c'est bien d'être ce lien. Voilà, modestement, je ne suis qu'un passeur de relais. Raconte-moi un peu comment tu t'es vraiment retrouvé là-bas, et t'as reçu un coup de fil un beau jour d'Étienne Moiti qui t'a... Ouais, alors en fait, parler dans un langage assez fleuri. Assez fleuri, c'est-à-dire que pour la faire courte, je devais faire un BTS après mon bac. J'ai passé un bac F1. Alors, je ne suis pas devenu Schumacher. Hein. Bac F1 à l'époque, c'était le dessin industriel et mécanique. Donc, on allait dans les ateliers fraiser des pièces et on dessinait. À l'époque, il n'y avait pas de logiciel. Hein. On dessinait avec une table à dessin. Pour droitier, alors que je suis gaucher, c'était pas évident. Donc voilà, je me prédestinais à devenir, je sais pas, dessinateur industriel, puisque j'avais, Dieu merci, réussi à passer en BTS. Mais avant d'aller en BTS, Michelin envoie une personne tout autour de la France pour repérer les 50 meilleurs élèves, et ne me demande pas pourquoi, mais j'étais dans cette liste-là, donc je suis parti à Clermont-Ferrand, à Place des Carmes, mais je suis devenu apprenti, salarié, mais c'était vraiment génial. Donc dans l'automobile, par ces 4 formats A4 qui sont les pneus, le contact sur la route, on ne pense pas souvent aux pneus quand on parle d'automobile. C'est vrai. Je ne suis pas un spécialiste du pneu, mais toujours avoir en tête l'idée que c'est des feuilles format A4 quoi, qui vous tiennent sur la route. Bref. Et puis j'ai quitté Michelin pour des raisons perso, et puis j'ai un peu vagabondé à Autun, divers et autres métiers. Et puis j'envoyais des dossiers à Étienne Moiti, à Auto Hebdo, dossiers avec du texte, avec des dessins. Et un jour, il en a eu marre, il m'a envoyé à l'époque, c'était un télégramme. Il faut savoir qu'à l'époque, ma mère avait toujours tout juste le téléphone, je ne suis même pas sûr qu'elle l'avait. Donc télégramme, appelé Étienne Moiti. Donc à l'époque, je suis encore à Autun. Il y a une cabine téléphonique en bas, là où je travaille. Je prends des pièces de 5 euros. 5 francs. 5 francs, oui. 5 francs, pardon. Et j'en prends plusieurs parce que je me dis, ça va être long quand même. Et pas du tout. Étienne Moiti au téléphone, je demande à parler à Étienne Moiti. On me le passe. Je lui dis, voilà, vous m'avez appelé. Ah oui, Bono, oui. Vous voulez venir travailler à Auto Hebdo ? Alors là, j'avoue qu'il y a un blanc quand même. Et je lui dis, ben oui, forcément, quand vous êtes passionné. Et là, je me prends une engueulade pas possible. Mais vous êtes tellement bien dans le Morvan, qu'est-ce que vous allez venir vous faire chier, on a le droit de le dire, à Paris, enfin bon, bref, le Morvan, c'est joli. Bon, finalement, je suis entré à Auto Hebdo en août 1982. Donc c'était juste après l'extinction des dinosaures. Tes premiers pas dans la presse auto que tu ne quitteras pas pour avant, oula. Ah, ça fait 40 ans de carte de presse et j'ai 3 ans passé chez parenthèse, chez on y PSA reviendra. où je n'avais pas eu, où j'ai arrêté la carte de presse forcément. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, Auto Hebdo, c'est un magazine qui parle de sport automobile et rien que de sport automobile. À l'époque, c'était différent. Alors à l'époque, c'était différent parce que Michel Hommel, qui a été, enfin, parce qu'il a arrêté maintenant, mais un extraordinaire éditeur et un patron incroyable, mais dans tous les sens du terme, qui savait filouter, mais qui en même temps était un gars qui avait beaucoup d'audace. Michel Hommel, donc, était vraiment passionné par la presse et il voulait aller taquiner l'autojournal, puisque Michel Hommel avait lancé en 1976 Auto Hebdo, qui était un hebdomadaire, et il s'est dit, pour aller taquiner l'autojournal, je vais parler de produits automobiles. Donc Étienne Moiti, qui était le rédac-chef, qui m'a appelé ce fameux jour mémorable, m'a donné comme seule consigne, faut parler de produits automobiles. D'accord. Et effectivement, Auto Hebdo a eu une grande période, jusque dans les années 90, peut-être même début 2000, où il y avait du produit automobile. Et il y a à nouveau du produit automobile dans Auto Hebdo. Je prends la défense d'Auto Hebdo parce que c'est un titre que j'aime bien, avec les nouvelles mobilités électriques et tout. Mais effectivement, c'est principalement de la compétition automobile. Cela étant, je reste passionné par la F1, comme je l'ai été quand j'avais 15-16 ans. Il n'y a pas de souci. Et donc, arrivé chez Auto Hebdo, tu as ton premier coup d'éclat, peut-être aussi un coup de chance. Ah, c'est pas tout de suite. En fait, j'arrive à Auto Hebdo, ce qu'il faut bien voir, c'est que je suis morvandio.
j'ai pas beaucoup voyagé, parce que je n'ai pas des parents qui m'emmenaient en vacances. On était 5 dans la famille, donc on partait en vacances à tour de rôle. Hein. Il y avait pas, on pouvait pas monter 7 dans la voiture, donc... Et je pense que j'ai pas été le plus verni sur ce coup-là. Je suis resté souvent chez ma grand-mère, enfin bref. Mais non, quand vous arrivez à Auto Hebdo à Paris déjà, je connaissais pas Paris, je logeais à Gennevilliers dans un foyer de jeunes travailleurs, c'est pas très excitant comme panorama. Et vous êtes complètement, vous arrivez sur une autre planète, sur la Lune. Et en plus, vous avez en face de vous des gens comme Patrick Camus qui était le spécialiste de la Formule 1, vous avez Michel Lizin qui était spécialiste du championnat du monde des rallyes, vous avez Christian Courtel, vous avez Étienne Moiti, vous avez Gilles Dupré pour le produit automobile. On se sent tout petit. On se sent tout petit, puis surtout on se sent pas légitime. Donc moi j'ai pas de formation de journaliste, hein, je suis autodidacte. Mais c'est fabuleux. Les bouclages d'Auto Hebdo le lundi soir, c'était... j'avais pas du tout envie de rentrer à Gennevilliers, moi, donc je pouvais passer mon temps... au restaurant de bouclage, là, après le bouclage, et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Donc non, au début, ça a été un peu compliqué, mais je faisais juste ce qu'on appelait les nouvelles de l'industrie, donc à l'époque, c'était encore des téléx. Il va falloir mettre des traductions, parce que je pense que si des jeunes nous écoutent, ils vont se dire, mais de quoi ils parlent ? Et non, c'était un peu compliqué, mais fabuleux pour moi. Et puis un jour, je suis rentré dans le bureau d'Étienne Moiti, je lui dis, bon ben voilà, c'est quoi le plan de route ? La feuille de route, c'est quoi ? Il me dit, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, j'ai envie d'aller visiter l'usine Alpine, à Dieppe, qui ne fabriquait plus d'A70, mais qui fabriquait encore les A310. Ouais. Magnifique. Et donc je prends mon sac à dos, j'emmène avec moi un photographe extraordinaire qui est Xavier Denombelle, et on part faire ce reportage. Et c'est mon premier reportage avec une grosse faute d'orthographe dans le chapeau du texte, je m'en souviens encore. Et voilà, c'est ça commence comme ça. Mais au départ, j'étais pas du tout chasseur de scoop. Même si je lisais beaucoup l'autojournal et les papiers de Gilles Guérito, qui lui était la référence en France. Donc le premier papier scoop n'est pas venu tout de suite. Mais t'as frappé un grand coup quand même. Alors, le premier Auto Hebdo, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la petite AX, qui est née en 1986. Donc là, on est en 1985. Et en fait, ma passion pour le design est déjà là. Et je côtoie des designers. Mais moi, je suis trop timide pour aller interviewer les grands patrons de style. Donc de design, et je me contente je ne vais pas dire des intérimaires, mais des tout jeunes designers qui sont dans la boîte, et je fais connaissance de 2-3 personnes, dont une personne qui roulait dans une Citroën LN, et qui est contactée pour voir la future Citroën AX, et il m'en parle, et je réussis à lui voler gentiment son invitation, puis voilà, je me retrouve dans un test clinique alors que j'ai 22 ans. Donc il faut expliquer juste pour les gens qui ne connaîtraient pas que les tests cliniques, c'est les constructeurs quand ils préparent un nouveau modèle, ils invitent des gens, des kidam, qui sont propriétaires de modèles équivalents à donner leur avis sur la voiture qui arrive. Et surtout pas de journalistes, ils n'invitent pas de journalistes, mais là ce jour-là, ça peut leur arriver, je suis tout jeune et je ne suis pas encore trop connu, et c'était hallucinant. Vous vous retrouvez devant une voiture qui n'existe pas. Et puis là, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné l'envie d'aller un peu plus loin, quoi. C'est excitant. C'est excitant. Alors, je peux pas faire de photos, mais heureusement, l'avantage, c'est que la personne qui m'a donné l'invitation, c'est un designer. Donc, elle retranscrit avec précision la voiture en l'état. Et Auto Hebdo, qui n'est pas vraiment légitime pour sortir des sujets comme celui-là, puisque c'est un hebdo plutôt sportif, sort ce sujet en 85. Je n'ai plus la date exacte, mais tout ça est raconté dans le bouquin. C'est fabuleux, c'est génial, parce qu'en fait, ça ouvre des portes. Vous savez, les rencontres, vocation. Ouais. Puis la vocation, oui, d'aller un peu plus loin. Je suis curieux. Donc moi, si je peux voir une voiture avant, c'est pas plus mal. Après, il faut expliquer aussi aux lecteurs que aux auditeurs, pardon, lapsus, c'est que les journalistes présentent aujourd'hui en amont des véhicules futurs. Ça a toujours existé. Mais vous signez une charte de confidentialité dès lors que vous êtes invité. Mais si vous n'êtes pas invité et que vous arrivez à trouver des informations sur la voiture, c'est ce qui a fait tout le charme de cette époque, entre les années 80 et 2000 pour moi, c'est que vous pouvez parler de l'automobile de demain sans avoir à référer au constructeur. Oui. C'est le métier de journaliste. Bien sûr. C'est d'aller faire la chasse aux infos. Chercher l'info soi-même, évidemment. Alors un peu plus tard, tu fais
un deuxième coup d'éclat. Pour le coup, c'est un vrai coup d'éclat. Là, tu parlais justement de Gilles Guerrito, l'autojournal, qui était la référence absolue des scoops à l'époque. Maître. Pour moi, c'était un maître. Et là, d'un seul coup, ils sortent une voiture qui présente comme étant la future 605, et toi, tu te dis... Ouais, alors non, ça, c'est pas le coup du siècle, et à l'époque, j'ai pas 30 ans, hein, donc je réalise pas bien. Mais j'achète la presse automobile, encore aujourd'hui. Moi, je peux pas passer une semaine sans... je suis obligé de rentrer dans un kiosque. Humer le parfum de l'encre, le papier, c'est quelque chose de génial. Et le papier va vivre encore, même avec Internet. Bref. Et ce jour-là, j'achète l'autojournal. L'autojournal publie en une photo de la 605. Il faut savoir, on est en 1986. Donc la 405 n'est pas encore sortie. Et la 605, c'est pour 1989. Donc ils sont très, très en avance. 3 ans et demi avant la sortie de la voiture. En plus, sur la plaque d'immatriculation, car elle est en couverture de mon bouquin, c'est Z01 le nom de code, et c'est 01, donc c'est le premier prototype à la forme. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, ils l'ont prise pour la 405, qui était donc à entre 8 mois et 12 mois de sa commercialisation. Donc moi je me dis, c'est pas possible, je ne connaissais pas encore tout à fait les arcanes de la production automobile, mais je me dis, c'est pas possible de refaire des outillages. Les outillages pour taper dans la tôle, ça prend 1 an et demi à mettre au point. Et je me dis, non, mais ça, c'est la 605. Mais mettez-vous à la place, à ma place, on est en 86, donc. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de web, il n'y a rien de tout ça. On n'est pas au courant exactement de... On se dit, c'est pas possible qu'une voiture... elle est en plus sans camouflage. Elle est dans son style définitif, 3 ans et demi avant. Et c'est ça qui m'a un peu bloqué. Et puis je me suis dit, à la fin, j'ai pris une feuille de papier, j'ai coché des cases, je me dis est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, et au final je me suis dit si, c'est la 605. Et alors comme j'étais voyou à l'époque, j'étais jeune et 3 points de suspension, et j'ai fait un papier, j'ai un peu ridiculisé mon maître, et je m'en veux aujourd'hui encore, paix à son âme, mais on a sorti un papier dans Auto Hebdo, et si c'était la 605. Ça c'était un joli coup. Mais des conneries, des bêtises, j'en ai fait aussi. Hein. Faut pas. Oui, ça, on en a tous fait. Oui, j'imagine. Ça me rassure que tu me dises ça. Il y a des histoires rocambolesques que tu racontes dans ce livre, notamment, justement, on reste sur la 605, une espèce de course-poursuite sur l'autoroute après un prototype, enfin même une version de pré-série de la 605. Tout à fait. Alors, il faut déjà, avant d'aller vers cette anecdote, il y a quelque chose d'important. Un scoop automobile, c'est principalement des photos, parce que vous montrez une voiture qui n'existe pas, et puis après, derrière, vous avez 2 solutions. Ou vous avez un journaliste qui s'y intéresse, comme j'ai la faiblesse de dire que j'avais beaucoup d'intérêt pour ça, et vous faites un papier solide sur les photos, donc c'est un plat complet, il y a tout, l'entrée, plat, dessert, un repas complet, ou vous n'avez que des photos, et vous mettez, c'est peut-être la boule de tartempion, on brode. Alors, j'ai eu la chance de bosser à AutoPlus et à l'Autojournal, notamment avec un gars qui s'appelle Jean-Michel Psaïla, qui est aujourd'hui patron de l'agence Abaca, et qui à l'époque était responsable photo AutoPlus, et qui ensuite a travaillé pour l'Autojournal. Mais à l'époque, c'était AutoPlus. Et effectivement, Jean-Michel Psaïla et son équipe ont les informations que la voiture roule entre Dole, enfin entre Sochaux, Dole et Dijon, et ils arrivent à choper la voiture. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire que moi, j'y suis pour rien dans l'info. Par contre, derrière, effectivement, c'est quand même plus sympa à lire un papier où vous voyez que le journaliste a du grain à moudre, ou que c'est quelque chose de conséquent, et c'est un petit peu ce qui a fait la différence avec d'autres chasseurs de scoop. Mais principalement, là, le mérite revient à l'équipe de Jean-Michel Psaïla. Mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas su à l'époque, c'est ce qui est raconté dans le livre, c'est que la technologie, c'était de l'argentique. C'était pas du numérique, donc on ne savait pas ce qu'on avait photographié. En tous les cas, là, Jean-Michel, l'équipe ne savait pas. Et en fait, il y avait le patron de Peugeot, un homme extraordinairement... un patron génial, monsieur Jean Boileau. Et là, ça a causé des soucis. Surtout que l'équipe s'était rendue sur place avec une voiture du parc presse Peugeot. Donc, on est rentré, c'était pour AutoPlus. Et le lendemain de la parution, je suis rentré et le rédacteur en chef, Eric Batt, me dit « Bon, on a un léger problème. On n'avait plus accès aux voitures presse pour faire des essais en avant-première ou des choses comme ça. » Oui, c'est gênant. Et donc, on en a pâti, mais je pense que le constructeur aussi en a pâti parce que
on était obligé de louer les voitures pour les essayer. Donc des voitures louées, quoi qu'on en dise, ne sont jamais aussi bien réglées qu'une voiture du parc presse. Ce qui est logique. Mais belle aventure, oui, qui a commencé à... En fait, c'est le point de départ d'un lourd passif que j'ai avec ce qui était à l'époque la communication Peugeot avec Corrado Provera. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais oui, c'est un petit peu de cet événement-là que sont partis les problèmes. Car il y a eu des problèmes. Oui, justement, je voulais te parler de tes relations avec les constructeurs, parce que là, je vais citer un extrait du chapitre 8 où tu parles de la Peugeot 206. Oui. Tu cites ton article de l'époque, ouvrez les guillemets. Tout commença le jeudi 7 avril 1994 au siège d'Automobile Peugeot. Ce jour-là, en milieu d'après-midi, Jacques Calvet paraphe un document confidentiel et donne le feu vert à l'industrialisation du programme T1, la future 206. Ouais. C'était, pour le coup, il y avait des grands mots, c'était riche en infos. Ça, voilà, il peut y avoir une drôle d'ambiance aux réunions suivantes du comité exécutif chez Peugeot. Ça revient sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que on a eu le problème, c'est qu'un scoop, c'est photo et texte. Quand vous n'avez pas de photo, parce que vous avez les infos trop tôt, il faut avoir du bon texte qui vous permet de faire des bons dessins. Moi, j'ai eu la chance, donc là, on est au début des années 90, donc j'ai plus de 10 ans j'ai une dizaine d'années d'expérience, donc là, j'ai un bon réseau. Et j'ai une personne qui, chez PSA à l'époque, chez Peugeot, est extrêmement bien informée. Oui, visiblement. Oui, et avec lequel j'ai eu une relation, non pas épistolaire, parce que c'est pas de l'écriture, mais c'était des appels téléphoniques. Et je me souviens très bien de ce jour-là, je m'en souviens d'autant plus qu'avec mon épouse, on était tous les deux grippés ce jour-là. On a 3 enfants, donc je vous imagine les enfants en bas âge, quand les 2 parents sont grippés et tout. Et ce gars-là, on va dire mon indique, même si c'était un ami. J'ai plus de contact avec lui, mais c'était compliqué. Mais j'ai décroché le téléphone et c'était quasiment le lendemain. J'avais la date, le lieu, et on a pu faire des dessins plutôt approchant de la 206. Donc vous imaginez que le service de communication Peugeot, et je le comprends, la communication, son premier métier, c'est de maîtriser la communication. Ils ont dû se faire souffler dans les bronches. Ouais, et puis moi aussi un peu, mais c'était un peu compliqué. Mais c'était un chouette papier, parce que c'est ce qui met en exergue vraiment l'idée il faut vraiment avoir des bonnes infos. Alors on n'a pas toujours les bonnes infos. On pourra parler des appellations, par exemple. On s'est tous plantés, moi le premier, sur les appellations. Mais ce genre d'infos, elle était importante, parce que la 205, oui. 6. Non, mais la 205 d'avant, pardon, la génération précédente, n'était pas remplacée. C'était le sacré numéro, c'était un succès fou. Et un peu comme Renault avec sa Renault 5, vous avez du mal à toucher à ces icônes en tant que constructeur quand vous voulez les renouveler. Et là, Peugeot traînait, et nous, on a donné le top départ. Et c'était vraiment c'était important d'annoncer aux fanatiques de la marque, Peugeot, pourquoi pas, aussi, que la 205 allait avoir une remplaçante. Et une remplaçante qui a largement dominé sa devancière en chiffre de vente. Ça reste aujourd'hui la Peugeot la plus vendue de toute l'histoire. Ouais. Fermons la parenthèse. Alors, tu parlais d'appellation et d'erreurs et d'approximations sur les appellations. Justement, ça nous amène à juillet 1988, 88, où tu débarques à Autoplus qui n'existe pas encore, puisqu'il sera lancé au salon au Mondial de l'Auto juste dans la foulée. Le 14 septembre 1988, il y a des dates qui marquent. Ouais, tu m'étonnes. Et apparemment, à ce moment-là, tout le monde t'a pris pour un fou, quoi. Alors, c'est-à-dire, il y a plusieurs réponses. La première, c'est Autoplus. Autoplus, moi, je suis contacté par Eric Batt, puisqu'on s'était bien entendu à Auto Hebdo, donc je suis contacté par Eric Batt, mais dès le mois de juin, donc bien avant la parution du journal. Il constitue son équipe pendant l'été, et la deuxième rencontre avec Eric, donc on est toujours au mois de juin, ou début juillet, il me montre les photos de celle qui va s'appeler la XM en 1989. Là, on est en juin 88. Donc, moi, je signe tout de suite le contrat de travail, parce que je suis curieux, j'ai envie de... Je trouve le concept d'Autoplus génial, c'est dérivé de la licence Autobild en Allemagne. Moi, j'étais lecteur d'Autobild, même si je ne parle pas un mot d'allemand, mais c'était pas grave. Et franchement, j'y vais, quoi. Mais on y est tous allés, toute l'équipe, la petite équipe.
On y est allé, mais tout le monde nous critiquait, tout le monde était là à nous dire mais ça marchera jamais, notamment les anciens de l'autojournal. L'autojournal était le une sorte leader en de place. dinosaure à l'époque, c'est-à-dire que des gens qualifiés, et évidemment, ça je ne remets pas du tout ça en cause, mais le côté un peu fou d'Autoplus les a un peu gênés. Ensuite, il y a l'affaire XM, enfin DX, puisqu'on l'a appelé DX. Moi, j'ai vraiment passé, je raconte dans le bouquin, j'ai passé des mauvaises vacances, quoi, parce que j'étais persuadé que cette voiture, ces photos, allaient être achetées par l'autojournal également. Donc, le journal Autoplus n'existant pas encore, c'était compliqué de tenir jusqu'au 14 septembre. Ouais. Mais on l'a fait. Ensuite, sur l'appellation, alors, on avait du grain à moudre pour les infos, dans le premier numéro d'Autoplus. La raison, c'est qu'on avait débauché dans Autoplus 2 anciens de chez Citroën, donc c'était quand même plutôt... Mais au moins, on avait à peu près les bonnes infos. Et l'appellation, alors, j'assume complètement, parce que DX, ça me paraissait logique, mais il faut savoir que l'autojournal, un an avant, avait publié des dessins et des photos camouflées de cette voiture, où on ne la voyait pas très bien, mais elle avait appelé également DX. Donc... je dis pas ça pour me décharger, je dis au contraire que l'autojournal avait avant parlé déjà de la DX, sans la montrer comme on l'a montré dans le numéro 1. Vous imaginez lancer un hebdomadaire automobile à 7 francs, c'est moitié moins cher que l'autojournal, moitié moins cher, avec un papier qui correspond au coût d'achat, c'est-à-dire c'est pas un papier de grande qualité, mais à l'intérieur vous aviez tout. Vous aviez des essais, des présentations de nouveautés, vous aviez l'avis des avocats, vous aviez Rémi Bricoltou qui vous expliquait comment faire une vidange. Enfin, vous aviez tout, c'était hallucinant. Et le succès a été phénoménal. C'était à l'époque l'éditeur des éditions mondiales, c'est ça, hein ? Oui. Je pense, je ne me trompe pas. Et vous aviez dans le groupe Télépoche, vous aviez Nous Deux, vous n'aviez pas vraiment des titres qui correspondait à ce côté jeune et dynamique d'Autoplus, quoi. Et ça a fonctionné plutôt bien. Mais c'était crevant. Tiens, je salue d'ailleurs Agnès Lasbarrer que tu as eu en face de toi il n'y a pas longtemps, parce qu'elle y est depuis le début. Oui, tout à fait. Je ne sais pas ce qu'elle mange au petit déjeuner, je vais lui demander. En tout cas, elle a toujours la pêche, Agnès, et on l'embrasse. Alors, chers auditeurs, vous savez que vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et bientôt LinkedIn aussi, mais ça, c'est pas encore officiel, alors faut pas trop le dire. Mais il faut, c'est bien LinkedIn. Et du coup, vous pouvez connaître à l'avance les noms des invités, et du coup, leur poser vos questions. Et là, j'ai une question pour toi de Nicolas. Combien les journaux achetaient des photos des grosses coupes genre Citroën XM ou Clio de l'époque, et pourquoi aujourd'hui ça vaut plus rien ? Alors Nicolas, je crois que Nicolas est un lecteur de Ligne Auto, donc je le salue au passage. Et c'est même un confrère. Et Nicolas, on va pas parler d'argent entre nous, parce que ça va dire... C'est vulgaire. Non, il y a deux réponses à donner. Est-ce que les journaux payaient certaines photos ? La réponse est oui, forcément. Qu'elles arrivent de lecteurs, parce qu'il y a des lecteurs qui étaient passionnés comme nous on peut l'être, hein, et qui faisaient des photos à la volée, mais qu'on rémunérait évidemment. Après, nous, enfin, en ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé avec des photographes qui étaient entre guillemets réglo, c'est-à-dire que Jean-Michel Psaïla, qui a commencé Autoplus et qui est aujourd'hui à la tête de l'agence mondiale Abaca, je le répète, c'est un gars extraordinaire dans tous les sens du terme. Jean-Michel était quelqu'un de loyal dans le sens, et de réglo dans le sens où il faisait des photos de prototypes automobiles, mais jamais dans l'enceinte des constructeurs. C'est-à-dire que légalement, rien ne vous empêche de prendre une voiture dans la rue. Alors s'il est minuit, si vous êtes à un péage d'autoroute, c'est un peu gênant, parce que bref, mais rien légalement ne vous empêche de faire ça. Ensuite, Jean-Michel Psaïla, il a eu une société, il a des factures, on fait des facturations, et alors je pourrais même pas dire le coût des photos de l'époque, parce que c'était en francs, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le scoop automobile, tout le monde en fait. Il y a plein de sites sur les réseaux sociaux, des sites plus ou moins bons. Il y a des types qui se mettent à côté en bordure du Nürburgring, qui chopent beaucoup de prototypes camouflés. Et ça, c'est une chose. Donc, il y a Photoshop.
qui n'existait pas à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que toi et moi, on peut, enfin plus toi que moi, je pense, on peut fabriquer notre voiture sur Photoshop. Non, je sais pas faire. Hein. Bon, Je te rassure. on va se rassurer, il y a quand même pas mal de monde d'ailleurs qui fait ça. Il y a du monde qui aime manier la palette graphique. Donc on n'est plus du tout dans le même contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, une photo pouvait coûter de l'argent. Ça, c'est une chose. Elle était en général, quand on passait par Jean-Michel Psaïla, l'agence, ou même par d'autres agences, comme Hans Gellemann à une époque un peu plus lointaine, ou Lynx, on payait une facture à l'agence, ce qui me paraît tout simple. Et un lecteur, alors soit on essayait de lui proposer plutôt des abonnements, quand c'était pas possible, on faisait un chèque et puis voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le même contexte. Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, le monde marche à l'envers, hein, on est bien d'accord aujourd'hui, un peu quand même, sur certains domaines. Mais aujourd'hui, le monde marche à l'envers à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce sont les constructeurs qui font les photos de leurs voitures camouflées, avec un camouflage qui est utilisé pour la communication. Ouais. Donc c'est le constructeur qui vous envoie les photos de leur prototype, voire des vidéos. Et donc le journaliste, il reste à son bureau, il n'a plus rien à faire, et il se frotte les mains et il a un petit sujet. D'ailleurs, il y a un petit extrait dans le bouquin qui parle de camouflage automobile. Oui, très intéressant d'ailleurs. Mais le bouquin, moi, c'est les années 80-2000. Ouais, à l'époque, ça se faisait pas encore trop le camouflage. Ça se faisait pas du tout. Et le fait d'avoir acheté notamment des photos à Hans Gellemann, qui lui, ou à d'autres spécialistes du scoop, qui eux rentraient sur le terrain privé, comme à Belchamp, à La Ferté pour Citroën, ou ailleurs à l'Hardy pour Renault, là les constructeurs ont été obligés effectivement d'investir énormément dans les systèmes de sécurité, parce qu'il y avait vraiment des voyous. J'ai fait partie des voyous, mais de l'autre côté de l'écran, sur le clavier, quoi. Bon, alors revenons à ta carrière. 92, alors tu quittes AutoPlus pour aller bosser chez l'ancien leader, l'Autojournal. Oui, alors ça c'est intéressant parce que moi je suis nostalgique, j'ai une nostalgie positive, c'est-à-dire que j'aime bien ce qui s'est passé hier, que ça soit pour moi dans ma vie personnelle ou pour le monde entier, mais je sais que demain sera meilleur, donc j'ai pas du tout de nostalgie négative en disant c'était mieux hier. C'était vachement bien hier, c'est encore mieux aujourd'hui et demain. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'à l'époque, vous pouviez quitter un journal, ou même un boulot, hein, on va élargir un peu le spectre, vous pouviez quitter un boulot et en trouver un autre. Dans les années 80-90, c'était pas très compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas, notamment dans la presse auto, parce qu'il y a la mutualisation. Oui. Donc, je quitte AutoPlus parce que je suis un peu fatigué quand même, parce que les hebdomadaires, c'est intense. Ouais. On faisait des numéros spéciaux, nouveautés, c'était plusieurs trentaines, enfin c'était 30 pages, plusieurs dizaines de pages, mais c'est pour une semaine. Mais la semaine d'après, il fallait continuer de faire, remettre ça. Donc, c'était compliqué et c'est logique. Enfin, c'est logique. Moi, je suis chassé par l'Autojournal. Donc, je me dis, pourquoi pas, changeons d'air un peu. Et puis, j'étais un peu vidé d'AutoPlus. Et je tiens à tirer mon chapeau à Eric Batt. Eric Batt, c'est mon mentor. C'est un que tu as eu aussi en face de toi. Moi aussi, oui. C'est le mien aussi. Et un type incroyable, extraordinaire aussi, lui. Et il m'en a pas voulu. Au contraire, il a été super réglo. C'était, voilà quoi. C'est ce que je mets dans le bouquin. C'est un peu tuer le père, quoi. Et je vais à l'Autojournal, ouais. Et quand vous vous trouvez face à un autre maître, donc qui est ce fameux Gilles Guérito, qui était vraiment depuis les années 50, hein, il était à l'origine de l'Autojournal. Il fait partie des fondateurs de l'Autojournal. Il a été l'initiateur des sujets prototypes, projets secrets, avec la DS 152, avec la DS entre autres. C'est un monument. Voilà. Quand vous êtes en plâtre et que vous vous trouvez en face d'un monument en béton comme ça, vous vous dites qu'est-ce qui va se passer, quoi. En plus, je devais venir avec un illustrateur belge, René Desmarais, un ami également, et qui ne m'a pas suivi pour des raisons tout à fait louables. Et donc, je me retrouve tout nu, quoi. Je viens à l'Autojournal, j'ai mon réseau d'infos, mais j'ai pas de quoi faire des photos et j'ai pas de quoi illustrer mes propos. Donc, les débuts difficiles, mais le réseau fait que j'arrive à avoir une photo assez sympa d'un modèle Peugeot, encore malheureusement pour moi ou pour eux, la future 406, 3 ans ou 3 ans et demi avant. Donc, soulagé. Vous savez,
un pilote de F1 qui rentre dans une équipe, je pense, tiens, on va être un peu spécialiste en F1, comme Piastri qui vient d'arriver chez McLaren sans être passé nulle part ailleurs, il a intérêt à être bon dès le départ. Et ben dans la presse et même dans le boulot, n'importe où, quand je suis arrivé chez PSA, j'avais que des ingénieurs en face de moi. Moi, je suis autodidacte, bac plus 2, point barre. Et ben c'est pareil, là, quand je suis arrivé à l'autojournal, il fallait faire ses preuves, comme dans beaucoup de boulot. C'est pas étonnant de dire ça, mais il fallait le faire. Parce que vous êtes dans un canard qui sort tous les 15 jours, vous avez des pointures incroyables. Vous avez André Costa, Gilles Guerrito, vous avez tout René Bellu, vous avez Serge Bellu même qui dessinait déjà pour le canard. Et puis tout entre guillemets, c'est pas péjoratif, l'envers du décor où vous avez tous ces SR qui sont des gars extrêmement pointus. Il y a Jean-Louis Moncey qui est là pour Sport Auto, parce que l'autojournal et Sport Auto faisait partie du même groupe. Donc j'arrive, je pose mes valises, mais c'est compliqué. Quand vous changez de boulot et tout, c'est forcément compliqué. Enfin, forcément compliqué. J'ai la niaque, j'ai toujours cette envie de découvrir la rédaction de l'autojournal, c'est fabuleux, quoi. Mais vous êtes quand même payé pour travailler, pour faire un boulot, et on vous attend au coin du virage, et là, le virage, je ne suis pas sorti dans les gravillons, c'était très bien. Avec la belle 406. Alors tu le disais, le métier de chasseur de scoop n'est pas de tout repos, il y a eu quelques déboires. Dans le livre, tu parles d'une histoire complètement rocambolesque, un guet-apens tendu par un constructeur en Sardaigne. Oui. Alors, je reviens sur ce qu'on disait auparavant. Le scoop, c'est le texte bien charpenté, c'est quand même mieux, bien informé, et c'est surtout la photo. Là, l'histoire, elle ne m'est pas arrivée personnellement, moi j'ai juste été mis en examen plus tard, mais on en parle. On va y revenir. Mais là, c'est pareil, c'est l'équipe de Jean-Michel Psaïla, qui avait fait des photos de la BM Z3 exclusive et que BMW n'avait pas apprécié. Donc voilà, il se trouve qu'un jour on l'appelle, on lui dit il y a à nouveau une nouvelle BMW au même endroit, en Sardaigne, et voilà, tel jour. Et Jean-Michel Psaïla part avec un collègue, il part toujours à deux, c'est toujours mieux de partir à deux par rapport à surveiller ce que font les camions qui transportent les prototypes, où vont les gens à l'hôtel, etc. Mais il trouve un petit peu bizarre, parce que c'était un coup de fil anonyme, c'était pas son réseau, donc on est toujours méfiant. Moi, c'est la même chose, quand on m'appelait en me disant Citroën va sortir une voiture de 12 mètres le long, j'ai des photos, je vais vous les vendre, je faisais un petit peu attention quand même. Et il se trouve qu'arrivé sur place, il y a un camion. À 5h du matin, il va sur place, Jean-Michel voit le camion, il se dit, ça doit être vrai. Et il attend, il voit une voiture partir sur les hauteurs de la colline où il est, enfin de la montagne même, et puis il voit le camion s'ouvrir, et au lieu d'un prototype, c'est 2 ou 3 personnes qui descendent avec des bergers allemands pour faire une battue et chasser le chasseur de scoop, en fait. Et là, ça aurait pu très mal se terminer, parce que c'était des personnes qui ne faisaient pas partie de BMW, en tous les cas pas les personnes qui étaient là ce jour-là, mais qui avaient vraiment envie d'en découdre, quoi, pour connaître l'origine des fuites du premier scoop sur la Z3. Et là, ça a été très compliqué, parce que vous êtes à l'étranger, vous avez une voiture que vous êtes obligé de laisser sur place, vous avez la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de sauver votre peau, quand même, parce que les bergers allemands, ils sont pas là pour vous faire des câlins. Et vous allez à l'aéroport, ils sont allés à l'aéroport, les deux zigotos, mais ils ont retrouvé les personnes de l'équipe qui les chassait dans l'aéroport. C'était très compliqué. Ils ont réussi à s'exfiltrer, comme on dit, tout seul. Et puis il y a une fin rocambolesque, c'est que BMW Munich avait appelé Jean-Michel Psaïla pour mettre les choses au point, et ils se sont rencontrés à Paris et pour finaliser cette histoire. Et en fait, c'était match nul, la balle au centre. C'est-à-dire que Psaïla n'a jamais donné les sources. Et ce qui est logique, Jean-Michel, c'est quelqu'un de tellement... il est intègre. Et BMW a dit ok, on laisse tomber, parce que je pense que Jean-Michel serait allé plus loin. Il avait éventuellement envie d'appeler le canard enchaîné pour expliquer ce qui s'était passé avec BMW. Mais encore une fois, Hans Gellemann a eu les mêmes problèmes. Hans Gellemann, c'est l'un des premiers photographes de chasseurs un des premiers chasseurs de scoop allemands, et il a eu aussi beaucoup de problèmes.
c'est clair que quand on photographiait, il m'est arrivé de temps en temps d'être là aussi quand on photographiait des voitures, c'était chaud quand même. C'était chaud, c'est-à-dire que soit on partait avec notre propre voiture pour éviter les projectiles, ouais, non, il y a eu des moments où c'était très très chaud. Mais là, pour l'affaire BMW, c'était quelque chose d'assez inédit, qui, Dieu merci, s'est pas reproduit. Alors tu l'évoquais tout à l'heure, tu as eu toi-même des petits déboires, y compris judiciaires, avec Peugeot, toujours Peugeot, et c'était pour la 607, je crois. Oui, alors, quand on dit encore et toujours Peugeot, je tiens à rappeler qu'à l'époque, c'est logique, puisque la communication Peugeot veut maîtriser l'information sur les futurs modèles, comme tous les autres constructeurs. Donc là-dessus, c'est pas... il se trouve que j'avais beaucoup plus d'infos Peugeot... j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup chez Renault aussi, mais ouais, c'est-à-dire que là, en fait, Peugeot, l'affaire de la 206, qui allait assez loin, puisqu'on a eu les photos en exclusivité mondiale aussi, j'ai eu la 406 au début de l'autojournal, et puis j'ai fini avec la 607, c'est ça, parce que j'ai du mal dans les appellations, même encore aujourd'hui. Et la 607, c'était pareil, c'était 3 ans avant, j'avais des photos qui sortaient... du bureau de design, quoi. C'est fou. Donc là, je comprends que Peugeot, et c'est logique, était furieux. Mais donc ça faisait beaucoup. Et à un moment donné, je pense que Jacques Calvet, Corrado Provera, Jacques Calvet qui était le patron à l'époque du groupe, Corrado qui était le patron de la communication. Encore une fois, Corrado qui faisait son métier, il le faisait très très bien. Ils en ont eu marre et je rentre de vacances en 1999. Et le premier courrier que j'ai, c'est une mise en examen au tribunal de Nanterre. Donc c'est pas le genre de courrier que vous recevez tous les jours, donc forcément, vous rigolez pas trop. Non, c'est sûr. Le soir, j'ai cherché ma plus belle cravate, je suis pas spécialiste, je porte pas souvent la cravate. Et effectivement, je suis passé devant un juge d'instruction. Là, après, heureusement, on avait un avocat qui savait gérer cette situation. Après, c'est qu'est-ce qui se passe en quoi le papier le sujet qu'on a publié dans l'autojournal fait du tort à Peugeot. Donc quand on s'appuie là-dessus, on a du grain à moudre pour faire en sorte que l'avocat, lui, puisse se défendre. Et ça s'est très bien passé, parce qu'en fait, les photos, on ne pouvait pas avoir du recel, parce que ce n'étaient pas des photos Peugeot. Ce n'étaient pas des photos volées chez Peugeot. C'est des photos que j'aurais pu faire, par exemple. Et donc on a été accusé de, je ne sais plus comment c'est le terme exact, mais une sorte de droit d'auteur. On n'avait pas le droit, propriété intellectuelle, droit d'auteur, on n'avait pas le droit de... Bon bref, ça c'est... En fait, ça s'est jamais terminé, parce qu'on est... Donc 1999, ça fait quelques années déjà. J'ai jamais eu de suite. Si ce n'est que 10 ans plus tard, j'étais embauché pendant 3 ans chez PSA, donc je pense qu'on m'en voulait pas trop. Non, c'est des périodes, Aujourd'hui, ça se passerait pas du tout comme ça, parce que l'information, la future 607 ou la future je sais pas quoi, elle va forcément être révélée par les réseaux sociaux, par un site ou un autre, par une chaîne YouTube, vous avez... en tant que constructeur, comment vous pouvez faire pour gérer tout ça? C'est incontrôlable. Vous pouvez maîtriser dans les règles de l'art, la presse auto dans les années 80, parce que vous avez 5, 6, 7 titres, vous avez la radio, la télé, et point barre, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comment vous pouvez maîtriser ça? C'est impossible. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la façon de maîtriser l'info, c'est par exemple, Peugeot, quand Peugeot a présenté la nouvelle 408, qui sera au mondial, on a été invité en avant-première, moi le premier pour l'autojournal et pour Ligne Auto. J'ai pu voir la voiture, j'ai pu communiquer avec les designers, donc j'ai pu faire un papier tout à fait objectif en tant que journaliste, avec un confort certain, mais j'ai signé un contrat de confidentialité. Par contre, j'aurais vu la 408 avant dans la rue ou je sais pas quoi avec un indique, mais j'en ai plus parce que j'ai quitté ce métier de voyou. Et je l'aurais fait comme je le faisais, comme je l'ai fait pendant 20 ans. C'est là où il faut être très clair, c'est que si vous êtes un journaliste qui va au-devant de l'info, qui cherche l'info et qui par lui-même trouve l'info, vous pouvez faire un papier de scoop. Si vous avez un constructeur qui vous donne une info, qui vous dit vous la gardez secrète pendant 3 semaines, 1 mois ou je sais pas quoi, et vous publiez avant, c'est pas légitime, c'est pas un dans contrat qui est rompu.
Ouais, le contrat est rempli. C'est pour ça qu'en fait, que malgré ma période voyou d'une 20aine d'années, aujourd'hui, donc j'ai basculé sur l'univers du design, hein, je fais des rubriques design dans l'autojournal, sur Ligne Auto, et des livres. Je suis ami avec tous ces designers avec lesquels j'ai grandi, parce que les patrons de design aujourd'hui, ils sont de ma génération, ils sont plus jeunes parfois, heureusement pour eux. Mais j'ai jamais trahi. Tous les petits jeunes avec lesquels tu échangeais à oui, l'époque, oui, quand tu étais timide. Oui. On va pas trop en parler parce qu'il y a des petits jeunes qui sont devenus patrons de directeurs de style, donc, oui. de design. Mais je les ai jamais trahis. Donc, en fait, la confiance, elle est là. Quand vous êtes, on revient à l'idée du relais. Quand vous êtes témoin, vous êtes le simple relais entre l'univers automobile, design, scoop ou autre, peu importe, et puis le grand public. Il faut bien que vous alliez puiser l'info dans le milieu automobile. Donc si vous avez que des cadavres dans les placards, vous tenez pas longtemps. Donc alors toi tu t'es retrouvé devant un tribunal, oui. Mais on a un de nos confrères qui lui a carrément été réveillé à 6h du matin par la police. Ouais, c'était beaucoup plus grave pour lui. Alors c'est raconté aussi dans le livre. Notre ami Bruno Thomas. On va le citer parce que Bruno c'est pareil, c'est un gars qui a bossé à AutoPlus longtemps, qui était un bon journaliste, fiable, discret, adorable quoi, enfin, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche quoi, mais qui faisait son taf, il faisait son boulot, et il le faisait plutôt bien. AutoPlus, je suis bien placé pour savoir que c'est pas évident. Et alors lui, c'est encore une autre époque, c'est l'époque Carlos Ghosn, au tout début. Et Carlos Ghosn, c'était un peu comme Jacques Calvet quand j'ai été mis en examen, mais d'une manière beaucoup plus sensible, avec Carlos Ghosn, Père Fouettard, et avec une sorte de méchanceté quand même. C'est-à-dire que le journaliste a fait son boulot, il a eu les infos. Hein, encore une fois, c'est pas Renault qui a publié les infos, c'est le journaliste qui est allé les chercher, sans fracturer de coffre, sans fracturer de porte, sans voler quoi que ce soit. Donc là, le boulot est fait, du côté de Bruno, c'était parfait. Le dessin est fait par René Desmarais, le Belge, qui est toujours à AutoPlus. Que j'invite très bientôt. Super. Le papier paraît, et un an, peut-être même plus d'un an après, Bruno se retrouve non pas mis en examen, mais avec les policiers qui débarquent en garde à vue. Oui. Et là, ça a été phénoménal, hein, parce que dans tous les sens du terme, au sens propre du terme, c'est que lui, il a passé 48 heures épouvantables. Mais c'est allé très très loin, parce qu'il y avait quand même les journaux télévisés, et même un ministre. Hein. Tout ça est raconté dans le bouquin. Mais voilà quoi, c'est éprouvant. Il y a eu un retentissement incroyable. Alors c'est 10 fois plus insupportable que ce que j'ai vécu moi, ce qu'il a vécu Bruno. Ça je le dis aussi dans le texte. Hein. C'était du jamais vu d'ailleurs. Hein. C'était du jamais vu, mais quand vous êtes dans cette situation-là, alors que si encore vous avez fait une bêtise, c'est-à-dire si vous êtes allé voler des photos dans le tiroir de Jacques Calvet, je conçois que vous preniez un coup de bâton. Mais quand vous faites votre boulot consciencieusement, sans fracasser des portes, sans briser les fenêtres, sans dépasser les limites de ce qui est tolérable, ce qu'on faisait tout le temps, c'est dur de se retrouver soit en mise en examen, soit en garde à vue. Et c'est beaucoup plus dur en garde à vue. Alors, tu cites dans ton livre les déclarations des policiers qui là, j'ouvre les guillemets. On est aussi là pour ça, en montrant le scoop sur la future Renault Wind en une de l'autojournal, d'AutoPlus. C'est le bébé de Carlos Ghosn et il n'a pas apprécié. Ouais, voilà, non, mais c'est clairement... C'est étrange, là, ça fait... il a envoyé des hommes de main, on a l'impression, c'est incroyable. C'est ça, mais c'est... Mais vous savez, l'histoire de Carlos Ghosn, bon, il y a la prescription maintenant avec Renault, l'histoire des espions chez Renault, qui était une histoire montée de A à Z. C'est compliqué c'est compliqué d'être patron de grandes entreprises comme ça, que ce soit Carlos Tavares, Carlos Ghosn, qui que ce soit aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué, le milieu automobile, l'industrie automobile, ça devient très 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 compliqué. Mais oui, c'était un peu ça, c'était une demande de l'époque de Renault, d'aller chasser le chasseur de scoop. Et donc les deux policiers n'étaient pas très aux affaires de la presse automobile, ne savaient pas trop comment ça se passait, mais ils ont été relativement durs. Ouais. Enfin, relativement, je ne sais pas comment se passe une garde à vue, mais franchement, c'était pas un criminel quoi, que vous aviez en face de vous. Les policiers, là, c'était quelque chose quand même de... Faut se détendre, quoi. Hein, c'est pas...
Alors des fois, il y a un scoop, ça vaut une garde à vue. Bah, parfois, à l'inverse, le scoop vient à toi et tu racontes un truc complètement surréaliste où en gros vous aviez un futur modèle qui était juste en face, de l'autre côté de la rue, en face de la rédac. Alors, il faut rappeler qu'à cette époque-là, l'Autojournal et Auto Plus ont fusionné dans un même groupe qui était à l'époque EMAP France. Aujourd'hui, c'est Reworld Media. Mais donc, moi, j'étais vraiment ridicule parce que j'avais quitté Auto Plus pour aller à Autojournal et 2 ans après, les 2 titres étaient réunis sous la même bannière. Je dis, c'est mal pour quelqu'un qui connaît le futur des constructeurs. Ouais, et donc, on était tous dans le même bâtiment. Il y avait beaucoup de titres qui étaient rue du Colonel Pierre Avia à Paris, à côté de l'Aqua Boulevard. Ouais. Et en face de nos bureaux, il y a une salle, une gigantesque salle qui servait pour des manifestations, des présentations. Et Renault a eu l'excellente idée de venir faire un test clientèle, comme on disait tout à l'heure. Les fameux cliniques. Les fameux cliniques, donc un test secret, avec 2 véhicules de la future génération des Kangoo, dont le fameux Kangoo beaucoup plus court. Donc Kangoo Bebop. Bebop, oui, j'avais perdu le nom. Bebop. Et ces 2 voitures qui devaient rentrer dans la salle, à l'intérieur des camions et être débâchées sur place, dans la salle, ont été débâchés sur le trottoir. Et la salle donnait pile poil en face des locaux d'Auto Plus, de l'Autojournal et tout. C'était pratique. Et moi, je me souviens, c'est l'époque où je partais de l'Autojournal, justement, pour aller chez un confrère. Et à l'époque, c'est Christophe Aubry, que je salue, il est aujourd'hui au Canada, qui sort l'appareil photo, qui fait le papier, et même notre photographe, le photographe de l'Autojournal de l'époque, Christian Martin, qui fait aussi des photos. Et là, forcément, c'est incroyable. On vous apporte la voiture, vous avez le droit de faire les photos, puisque vous êtes même chez vous. Au chaud. On ne va pas vous interdire de faire des photos chez vous. Mais c'est allé loin parce que Patrick Lequément me dit dans le bouquin que lui, il a reçu un blâme. Alors qu'il y est pour rien. Et lui, il est juste designer, patron de l'équipe de design. Et l'organisation, c'est pas trop de son ressort. Mais bon, il a été... Mais voilà, Mais c'est la... Vous savez, moi, je crois que la vie... c'est pas je crois, c'est une évidence. Je vais enfoncer les portes ouvertes. C'est des rencontres. La vie personnelle, la vie professionnelle. Vous tombez des bonnes ou de mauvaises rencontres. C'est pas... le métier aussi, dans la vie professionnelle, vous avez des fois des rencontres de personnes qui sont fabuleuses, et puis d'événements. Ça, c'est un événement. Vous tombez sur... Mais vous avez aussi nos illustrateurs, notamment l'actuel illustrateur de l'Autojournal, Jean-François Hubert, qui lui est tombé un jour sur la BMW série 5 au Mont Ventoux, une future génération. Alors qu'il débutait tout juste dans la chasse au scoop. Mais voilà, ce sont des rencontres, il y a des événements, mais ça marche pas à tous les coups. Jean-Michel Psaïla, qui a longtemps chassé le proto à l'extérieur, comme je racontais tout à l'heure, parfois vous vous déplacez, le camion s'ouvre, on vous a prévenu qu'il y a une nouvelle Citroën, le camion s'ouvre, et vous voyez descendre une Citroën que vous connaissez, sauf qu'elle a évidemment peut-être un moteur avec une nouvelle injection ou je ne sais pas quoi technique, mais qui ne nous intéresse pas en fait pour les photos. Et c'est 2-3 jours de perdu, un voyage, et voilà quoi. Non, c'est pas, on gagne pas à tous les coups. C'est pas comme le petit manège. Vous avez la queue du. Enfin non, ça fonctionne pas comme ça. Question de Martin. Quel est le projet secret que tu aurais aimé dénicher ? Et est-ce qu'il y a des constructeurs qui étaient plus forts que d'autres pour garder leur secret ? Alors des constructeurs plus forts que d'autres, oui. Les Allemands. Ouais. Les Français, après nos escapades, là, il y a eu vraiment un gros coup de boost mis sur la sécurité des circuits. Après, quelle est la voiture que je n'ai pas dénichée ? Alors en fait, ça serait la Twingo. C'est-à-dire qu'on l'a dénichée à Auto Plus, mais extrêmement maquillée. Ouais. Et quand je suis parti d'Auto Plus et que j'étais à l'Autojournal, Auto Plus l'a dénichée totalement décamouflée. C'est une version noire. Et ça, c'est une voiture qui m'a tellement passionné. C'est une voiture que... Mais franchement, elle est intéressante cette question parce que j'y avais pas pensé. Et en fait, je me dis, mais j'ai été tellement gavé d'exclusivité mondiale, j'en ai tellement sorti. Je dis gavé parce qu'on m'en a apporté aussi. Je suis pas tout le temps...
j'ai pas toujours mis la combinaison noire pour aller et mon sous-marin pour aller chasser. Mais j'ai eu quand même, grâce à toutes les équipes, grâce à Jean-Michel, à tous les autres, on a sorti beaucoup d'exclus. Et franchement, non, j'ai pas de... Voilà, la Twingo, je dirais, Twingo. Ouais. Twingo. Une question du Novichok de United. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des projets qui arrivent à garder secret jusqu'au bout? Oui. Que ça existe encore? Alors oui, pour deux raisons. La première, c'est que vous avez des services de com qui sont beaucoup plus efficaces et qui arrivent à conserver l'information jusqu'au dernier moment. Et la seconde chose, c'est le second élément pour cette réponse, c'est que on ne conçoit plus une voiture comme hier. C'est-à-dire, hier, je raconte un petit peu ça d'ailleurs dans le livre, beaucoup même. Hier, dans les années 80-2000, vous aviez jusqu'à 40 prototypes à la forme échelle 1, c'est-à-dire de vraies voitures, ouais. de la future voiture échelle 1, roulante souvent. Pour un modèle. Pour un seul modèle, pour les tests pour valider tout un tas de choses, des validations moteur, climatisation, froid, chaud, crash test et autres. Aujourd'hui, ça c'est fait majoritairement en numérique, en 3D, et vraiment le nombre de prototypes a été divisé par 10. Donc, j'en viens à cette chose, c'est que aujourd'hui les prototypes roulants qui sortent dans la rue, c'est vraiment très très tard, et d'une. Ensuite, ils sont appropriés par les constructeurs pour communiquer sur le camouflage, sur regarder mon joli camouflage, enfin bon. Et ils sont même parfois, avant la sortie du véhicule, prêtés à des journalistes pour être conduits. Avec une bâche sur le tableau de bord, il n'y a que le volant qui sort, et donc on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc c'est des plus fois difficile. Ils sont tellement camouflés qu'il faut vraiment être un expert pour savoir ce que c'est, quoi. C'est plus c'est pas qu'il y a c'est pas le même métier aujourd'hui. On peut plus chasser le proto parce qu'il n'existe plus en fait. Si, il existe, mais si on le découvre, on le débute 6 mois avant. Et les bâches, il est souvent camouflé, et en général c'est plutôt des photos constructeurs, quoi, on va dire. Donc c'est plus du tout la même époque. Par contre, à l'époque, oui, il y avait des constructeurs qui étaient très difficiles à piéger. Mais, enfin, piéger, j'aime pas trop dire ce terme, parce qu'on n'est pas là pour piéger, on est là pour donner de l'info au lecteur. Donc, c'était notre motivation première. Non, à l'époque, les Allemands étaient plutôt compliqués. Mais on avait Hans Gellemann pour ça, donc on s'appuyait un peu sur lui aussi. Après toutes ces années à courir le prototype, à chasser le scoop, tu t'es mis à travailler pour PSA, tu as été embauché. Alors, je serais curieux de savoir quel regard les gens de l'intérieur de PSA portaient sur toi, connaissant ton parcours, et pourquoi tu penses que tu as été embauché toi et pas quelqu'un d'autre? Alors, parmi les personnes qui ont compté dans ma vie professionnelle, il y en a une autre, parce que j'en ai quand même quelques-unes, c'est Vincent Besson, qui était à l'époque responsable produit Citroën. Il est venu responsable produit Citroën et Peugeot par la suite. Vincent Besson, c'est l'homme qui, avec Jean-Pierre Plouet, a ravivé un peu Citroën au début des années 2000. Pardon. Donc Vincent Besson, on avait un bon contact quand j'étais journaliste. Quand j'interviewais Vincent, ça se passait bien. Il était satisfait enfin voilà, il m'aimait bien, voilà, on va dire ça comme ça. Et moi j'ai monté une première fois Ligne Auto Édition pour faire un magazine presse. Ça s'est un peu cassé la figure parce que c'était en pleine crise de 2008. Et au moment où je cherchais un nouveau boulot, il m'a contacté pour intégrer un service produit au service produit Citroën, au départ PSA. Et au niveau de la concurrence, donc il s'est dit, Christophe, il doit connaître la concurrence et tout. Je dis oui, allez hop, on y va. J'ai fait un beau dossier, je lui ai présenté un beau dossier, j'ai été embauché. Pardon. Et ça s'est super bien passé. Mes 3 années sont parmi les 3 plus belles années de ma carrière. Ouais. J'ai pas peur de le dire parce que j'ai appris, j'ai beaucoup appris dans ce métier-là. Mais c'est vrai qu'encore une fois, vous êtes journaliste. Vous arrivez dans une salle où il y a 10 bureaux à la queue leu-leu avec des personnes souvent habillées de la même façon, costume bleu, avec la sacoche d'ordinateur au pied et qui travaillent en silence, tôt, parce que moi je suis arrivé à 8h du matin en disant ils vont voir ce qu'ils vont voir, je vais arriver avant eux, donc j'étais le dernier arrivé dans la salle. Je dis bon, et ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui connaissent l'automobile, ou tout au moins leur spécialité sur le bout des doigts. Et c'est là où j'ai bénéficié, j'ai su comprendre ce qu'il fallait faire. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils ont le nez dans le guidon.
Ils ont des œillères parce qu'ils sont obligés. Hein. Quand vous êtes spécialiste de l'hybridation, vous n'allez pas vous amuser à savoir comment on fabrique un pneu ou autre, même si vous avez une culture générale de la technologie ou de l'ingénierie. Et moi, avec le côté journaliste qui a toujours un angle à donner à un papier, c'est-à-dire quelque chose de très explicite, intuitif. On parle d'un sujet et d'un seul, on ne va pas mélanger les sujets. J'ai commencé à apporter modestement dans mon boulot, où on faisait beaucoup de PowerPoint, parce que PSA à l'époque travaillait beaucoup avec les PowerPoint. Toutes les boîtes. Toutes les boîtes, donc des PowerPoint un peu plus clairs, précis, limpides. Et je me souviens, je faisais beaucoup de présentations salon à la direction, à toute la famille Peugeot notamment. Et puis aussi, dans les différents services, on allait à Poissy, on allait faire ces présentations-là pour expliquer ce qu'allait être la concurrence par rapport à nos modèles. Et au début, on avait 5-6 personnes dans la salle, et je me souviens, les dernières, on avait 2 fois 200 personnes, parce que les gens venaient, parce que c'était quelque chose d'assez frais. Il n'y avait pas le discours ingénieur, il y avait le discours je m'adresse au lecteur, quoi. C'était un peu ça m'a beaucoup servi. Et puis à côté de ça, j'étais pas là-bas non plus que pour m'amuser, il y avait quand même beaucoup de boulot, et j'ai eu la chance d'avoir des petites équipes, 4-5 personnes, et toujours des gens passionnants qui m'ont aidé, et puis ça s'est super bien passé. Mais c'était un métier complètement différent. Et ça, j'ai une faculté d'adaptation qui était plutôt bonne, donc ça a été. Mais moi, j'étais toujours respectueux de tous ces gens-là, quoi. C'est des gens qui... Faut quand même ça m'a permis de connaître comment on fabrique, enfin comment on concevait une voiture, d'être de l'autre côté de la barrière. Ça peut être que productif pour un journaliste. Tous les journalistes devraient y aller. Enfin bref. Mais c'est quelque chose d'incroyablement complexe, l'automobile, même aujourd'hui. Mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça m'a permis de le découvrir, et c'était génial. Je me répète, c'est 3 des plus belles années de ma carrière. Et je salue les anciens de PSA qui m'ont connu. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent, mais on espère. Une question de Benoît. Est-ce que tu as dit au début que tu faisais du dessin industriel? Est-ce que tu as toi-même dessiné des voitures? Est-ce que tu avais des sujets de prédilection dans l'automobile? Alors, je dessine des voitures uniquement en élévation, c'est-à-dire de profil. Dès qu'il s'agit de perspective, là, ça devient très, très compliqué. Oui, j'aime bien... C'est-à-dire que je ne suis pas du tout designer, mais oui, j'aime bien dessiner les autos. Mais je me sens capable aujourd'hui, quand je vois une maquette, je me sens capable de juger, jauger et commenter des proportions, des volumes et autres. Et c'est un petit scoupinet. Comme je suis bientôt en retraite, j'ai imaginé ma voiture de 2035 et je suis en train de la faire dessiner par les nombreux amis illustrateurs que j'ai en portefeuille. Donc c'est une voiture qui est pas forcément extrêmement intéressante, mais qui n'est pas inintéressante. Mais comme je suis pas designer, ça va être marrant. Oh là là, je sens les critiques qui vont pleuvoir et bientôt, avant la fin de l'année. J'ai une question de Patrick. Comment toi tu vois l'évolution de l'automobile avec l'électrification, le tout électrique et les questions? On a l'impression que ça répond à autant de questions que ça en pose de nouvelles. Oui, alors ça en pose de nouvelles. La première chose à dire, c'est que l'automobile, la mutation que vit l'automobile aujourd'hui, est celle qu'elle a connue à sa naissance. Entre 1898 et 1908, 1919 pour Citroën. C'est-à-dire que passer de la calèche avec des chevaux en 1919, Citroën, je me trompe. 19, la production en série, 19, oui, à la voiture, la vraie voiture, avec 4 roues, un toit, un volant, ça s'est fait en un laps de temps extrêmement court. Je rappelle que Citroën est resté à la tête de sa boîte que 16 années seulement. Oui. Donc c'est rien 16 années aujourd'hui. Donc il faut imaginer cette révolution, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a du mal à percevoir ça, parce qu'on est dans la mouvance tout va vite aujourd'hui, mais on est vraiment dans ce type de révolution, de mutation. Une fois que ça c'est dit, la mutation, pourquoi? La mutation en Europe, elle est liée à des contraintes réglementaires. C'est-à-dire que le CO2, on vise un zéro CO2. Le CO2, c'est en gros, pour faire court, c'est la consommation de carburant d'une voiture. C'est jamais que ça.
Et aller à zéro, c'est malheureusement, aujourd'hui, je dis malheureusement, l'Europe a décidé du 0 g de CO2 en 2035. On balaye totalement le thermique, le moteur thermique. On balaye presque même toutes les autres solutions énergétiques pour la mobilité de demain. Alors on a une petite résistance qui vient aujourd'hui de l'hydrogène, on a une autre qui vient du carburant synthétique avec Porsche. Il faut savoir que le patron de Porsche est devenu, depuis le début septembre, le patron du groupe Volkswagen. Donc il va y avoir peut-être de petites modifications en termes de stratégie. Mais vraiment, si les constructeurs automobiles européens se sont mis à l'électrique, c'est principalement d'abord à cause de réglementation, ensuite parce qu'ils sont bien obligés de suivre. C'est-à-dire que Carlos Tavares est le premier à dire qu'il y a des incohérences dans l'électrification à 100% des gammes automobiles. Et moi, je suis le premier à le voir. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas rouler en voiture électrique là où j'habite. Je suis dans une maison de ville, j'ai pas de garage, j'ai pas de borne dans le village, et je peux pas mettre ma voiture le long du trottoir avec une prise électrique qui sort de ma fenêtre. J'ai dans mon petit village un bâtiment de logements sociaux tout petit, sympa et tout. Il y a une 40aine de places de parking. Il n'y a pas une borne de recharge. Alors moi, je veux bien que l'Europe donne ses directives, ses réglementations. Mais il faut quand même mettre un peu les chevaux avant la charrue. C'est-à-dire qu'il faut aussi m'offrir de quoi suivre, sans parler des prix, des coûts d'achat de véhicules qui vont diminuer, certes. Moi, je ne suis pas du tout pour 100% électrique. Mais je comprends pourquoi les constructeurs vont dans cette direction aujourd'hui. Mais il y a un peu comme le village d'Astérix, il y a une petite levée de bouclier. Là, on est en train d'aller vers l'hydrogène, en train d'aller vers le carburant synthétique. Et puis surtout, ce qui est important, notamment par exemple pour Stellantis ou Renault chez nous, c'est que l'Europe, c'est pas le monde. C'est-à-dire que vous avez encore l'Amérique latine, vous avez les États-Unis, vous aviez la Russie, on va un peu l'oublier, vous avez l'Inde. Ouais. La Chine aussi, on est en train de... Bon, tous ces pays-là n'ont pas la même dureté de réglementation qu'en Europe. Donc les constructeurs mondiaux, et j'imagine que Stellantis et Renault sont des constructeurs mondiaux, sont quand même obligés de penser à développer ou à continuer de développer du moteur thermique. Ouais. Ou alors, bon, c'est pas leur communication, hein, puisqu'on est sur le 100% électrique. Alfa Romeo aux États-Unis... je ne le vois pas en 100% électrique, même si c'est annoncé. Enfin, je suis... voilà. Alors après, l'évolution de l'automobile, moi j'ai vécu les belles années, hein. J'ai vécu de 80 à 2000. 1980, c'était... on bloquait les Japonais aux entrées de... c'était 3%, les quotas. Il y avait les quotas, il y avait... C'est quand même, je parle comme un dinosaure, quoi. Mais c'était sympa. On passait d'un véhicule mainstream, comme on dit grand public, à un véhicule premium, en ajoutant, en passant de 4 cylindres à 6 cylindres à 12 cylindres. Demain, enfin même aujourd'hui, tous les groupes automobiles, mais on va prendre Stellantis par exemple. Stellantis qui a 14 marques, un groupe mondial, c'est 4 plateformes, dont 3 principalement pour l'Europe. C'est 3 moteurs électriques. Et c'est 14 marques, il faut puiser dans ce petit vivier. Alors évidemment, chaque plateforme, vous pouvez allonger la voiture, l'empattement, les voies. Mais globalement, qu'est-ce qui va faire la différence de l'automobile demain ? C'est même pas la qualité, c'est même pas le nombre de cylindres, il y en a plus de cylindres. C'est le design. C'est le design et le service. Point. C'est le design et le service. C'est pour ça que je comprends pas que j'ai pas beaucoup de confrères qui s'intéressent au design. Pour moi, je vais bientôt arrêter, donc je lance un appel. Ben voilà, un appel à candidature. Bon, Christophe, tu sais, ou peut-être pas d'ailleurs, que chaque épisode se termine par 4 questions rituelles. Oula. Le grill des questions rituelles du podcast. Alors la première, c'est est-ce que tu fréquentes souvent ou parfois les sites d'annonces automobiles ? Et si oui, quelle est ta dernière recherche ? Alors, ça tombe bien, j'étais en vacances à côté de Beaucaire, à Tarascon. Oui. Je prends le temps des vacances pour effectivement feuilleter les magazines automobiles, car j'aime ça. Et pour ma retraite qui arrive, je me suis fait un petit plaisir. Donc, effectivement, j'ai fréquenté les sites de vente automobile. Et j'ai acheté une Lancia Gamma coupée. Dessinée. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que j'achète des voitures en fonction des designers. C'est-à-dire je recherchais une Renault 17 de la première génération, car je suis fan du design de Gaston Juchet. Ouais. Sauf qu'une Renault 17 aujourd'hui, c'est 17 000 à 20 000 euros. Ah ouais. Ils sont tombés sur la tête. Donc une Lancia Gamma coupée, c'est un peu moins de 10 000 euros. Et c'est le designer Aldo Brovaron
qui est un maître, enfin qui était, puisqu'il est décédé en 2020. Donc voilà, moi je suis un peu dérangé dans ma tête, j'achète des voitures en fonction des designers. Mais oui, je viens de... Voilà. Mais je suis pas du tout collectionneur, hein. C'est une voiture pour quelques pèlerinages, ça va être très sympa. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir de road trip ? Mes meilleurs, parce que j'en ai c'est un peu les mêmes, mais ce sont mes voyages avec différents photographes pour aller en Italie, à Caprier, chez Bertone, qui n'existe plus aujourd'hui. On allait pour l'autojournal essayer les concept cars, Bertone. Donc on partait en voiture, hein, c'était ni avion, ni char à voile, ni bateau, ni autre, c'était la voiture, et on se rendait donc à Turin, à côté de Turin, en banlieue, avec le photographe. On dormait sur place la veille pour être frais le matin. On allait à Caprier au bureau de design Bertone. C'est là que j'ai rencontré et interviewé Nuccio Bertone, donc j'étais quand même jeune, donc ça m'a marqué. Et à l'époque, BP Panico, qui était le monsieur communication de Bertone, sortait le concept car, vous tendez les clés, on prenait les clés et on partait avec le concept car roulant, avec le photographe et moi, on partait en Vallée d'Aoste faire les photos. Le plein, on faisait tout ça. Et donc ça, c'est une époque totalement révolue, parce que les concept cars, pour la majeure partie d'entre eux, ne roulent plus, ou peu, ou juste pour les photos. Et voilà, ça c'est alors le road trip, c'était... le road trip, il y avait des escales, hein, c'était la maison des vins à Mâcon. Non pas qu'on picolait, mais c'était une sorte d'auberge où tout le monde s'asseyait, tout le monde s'assoit encore aujourd'hui, parce que c'est le cas, autour d'une grande table. Il y avait un menu unique, on savait qu'on allait vers... voilà. Et puis ensuite, c'était pas un road trip, mais les voyages qui m'ont le plus marqué, c'est le Japon. Je suis allé 13 fois au Japon, et 13 fois, ça a le temps de vous marquer. Le premier m'a marqué pour ma vie, donc le Japon, c'est un pays où je vais retourner, forcément. La question récurrente et obligatoire du garage idéal. Tu as droit à 4 voitures, budget illimité. Faut quand même que ça te corresponde à ton mode de vie, à ton style de vie, à tes habitudes. Alors encore une fois, je vais partir de voitures de designer. Alors moi c'est une DS, mais c'est pas forcément une DS d'ailleurs, c'est plus une idée. Ouais. Parce que j'ai envie de rouler longtemps avec, donc je veux pas être enquiquiné avec la tripaille hydraulique. C'est une Renault 17 phase 1, ouais. Ça c'est clair. Mais au sommet, je mets la Porsche 928. Ouais. Ça c'est évident, la Porsche 928, c'est... Mais la première... Alors, moi j'ai une lubie aussi, c'est que je veux toujours la première génération. C'est le style le plus pur. Le style le plus pur, l'impulsion couleur de lancement d'origine et designer. puis l'impulsion du lancement. Donc la 928, c'est vraiment la première, hein, avec les jantes téléphone, avec sans baguette, le damier psychédélique sur les sièges. Là. Oui, le pied de poule fou, enfin le Hop Art, comme il disait. Il m'en manque une, et bien la prochaine, ça sera un des concept cars que les constructeurs nous feront en 2023 pour me mettre au goût du jour. Mais voilà, oui, c'est 3 voitures. Bah oui, mais celle-là, je peux pas la mettre dans ton garage, elle n'existe pas encore. Mais elle va arriver, donc je vais la prendre. Non, si j'avais pu, effectivement, un concept car, ça aurait été la Renault Velsatis. Ouais. Le concept car, hein, je précise, hein, parce que je vois déjà les cheveux se hérisser sur le crâne des auditeurs. Le concept car Velsatis, parce que là encore, c'est un concept car dont j'ai suivi la genèse. Et on s'est rendu à Turin, à G-Studio, c'était un sous-traitant qui faisait qui fabriquait les concept cars Renault à l'époque. C'était un lendemain de match de Coupe du Monde où l'Italie avait perdu contre la France. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du foot. Et donc, on est arrivé chez le sous-traitant. J'étais avec Patrick Lequément à l'époque, avec Patrick Sautelet aussi aux photos, je crois. Et on fait les photos et tout. Et au moment de démarrer la voiture, la voiture démarre pas. Et il y a un Italien qui vient vers moi, sachant que l'Italie avait perdu son match contre la France la veille, qui vient me dire ça doit être une batterie italienne. Donc c'est voilà, mais ça c'était... Oui, la Velsatis, je veux bien. En plus, elle roule, celle-là, je crois. Message à Renault. Je vais en acheter une. Et si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait ? Aujourd'hui, là, tout de suite, ce soir, ça serait une CX. Ouais. Citroën CX.
Je la rajouterais bien, c'est en plus, la CX. Ah bah, pour moi, la CX, c'est... faut en retirer une. J'en retire une. CX, c'est Robert Opron. Ouais. Même si on dit qu'elle est issue des concept cars Pininfarina, BLMC et BMC, des années 67-68, mais la CX, c'est une pureté incroyable. Pareil, CX, si j'en achète une, c'est la première. Ouais. Faut surtout pas de baguette et surtout pas de série 2 avec ces boucliers immondes qui... Mais c'est mon avis, ça veut pas dire que la voiture est pas belle. Non, CX, une CX. Là, la CX sans problème, parce que c'est fiable, confortable, et là, je peux l'emmener jusqu'au bout. pour finir, une CX. Eh ben, merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Donc, je rappelle le livre, Scoop Automobile, 1980-2000, l'envers du décor, aux éditions Lignoto. Lignotoédition.fr, ligne au pluriel, auto singulier, édition au pluriel, c'est tout attaché. Je mettrai un lien dans la description du podcast, donc il y aura qu'à cliquer. Et puis évidemment tous les beaux magazines que tu édites, les MOOC. Les MOOC, oui, et puis les beaux livres aussi, il y en a quelques-uns. Et puis on se donne rendez-vous au Salon de Paris, parce que c'est tellement rare les salons en ce moment qu'on va y aller. Je te cache pas que je suis même pas encore accrédité. Donc, c'est pas bien ça. Puis je vois qu'il y a tellement peu de constructeurs qui y seront que ça donne pas tellement... Allez, on va annoncer, il y a quand même Renault. Il y a une partie DS, de Stellantis. Mais une toute petite partie. Il y a Peugeot. Oui. Mais il n'y a pas Citroën. Il n'y a pas Mercedes, ils ont encore à leur instant, ils ont annoncé qu'ils n'y seraient pas. Bon, on va faire Cocorico, je crois qu'il y a... J'ai cru comprendre qu'il y avait des concepts Renault. Chez Renault. Beaucoup de... Oui, apparemment, Renault, ils veulent en profiter pour mettre le paquet. Ne serait-ce que pour voir... toujours pareil, la curiosité reste un joli défaut. Ça sera le mot de la fin. Parfait. Merci Christophe. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Et voilà, merci d'avoir écouté ce 48e épisode d'Histoire d'Auto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, alors je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes de podcasting, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que sais-je encore, sur YouTube aussi. Vous pouvez d'ailleurs laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu si vous êtes sur YouTube. C'est toujours bien, ça fait remonter ce podcast dans les algorithmes des plateformes. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et très bientôt LinkedIn, mais il faut toujours pas le dire. Si vous voulez me contacter en direct, histoiredauto au pluriel @gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt, ciao.